tranquillement du plat du pied. 2-0 pour Bordeaux. Et puis en première mi-temps, il y aura un troisième but bordelais, cette fois marqué par Lacombe. Centre de Tigana, reprise de volée. 3-0 pour Bordeaux face à Bastia. C'est le score à la mi-temps. La deuxième période maintenant est toute la clairvoyance d'Alain Giresse. Il contrôle, il lève les yeux, il centre. Muller est à la réception et Bordeaux a battu Bastia 4-0. Pour le moins encourageant avant la Coupe d'Europe mercredi. Un rappel donc des résultats de cette 27e journée, à l'occasion de laquelle 28 buts ont été marqués et une seule victoire à l'extérieur, je vous l'ai dit, celle du Racing à Toulouse. En ce qui concerne le classement, eh bien Nantes a repris, c'est normal, 2 points à Bordeaux, puisque les Bordelais avaient pris une petite avance, et Toulon a ravi la 3e place à l'équipe d'Auxerre. Là, c'est la lutte pour l'UEFA qui commence avec un Monaco qui revient véritablement fort. 5 victoires de suite pour les Monégasques. Dans le bas du tableau, le Racing est toujours bon dernier, Tours est avant-dernier, mais un dramatique Rouen Racing Club de Paris se profile à l'horizon. Il aura lieu mardi à Robert Diochon à Rouen. En ce qui concerne les buteurs, bonne affaire pour le Brestois Gérard Bucher, qui avait les honneurs de Téléfoot la semaine passée et qui n'est plus qu'à 4 longueurs du Yougoslave Ali Lodzic, qui n'a pas marqué hier soir. Nous passons maintenant à notre rubrique Magazine France, si j'ose m'exprimer ainsi, et nous allons vous présenter un homme qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est M. Bèze, le président de Bordeaux, un homme qui dérange, on aime ou on déteste, mais enfin de toute façon, M. Bèze ne laisse personne indifférent. Bernard Renault est allé lui rendre visite à Bordeaux. Le président Bèze, par Bernard Renault. Est-ce que vous connaissez Claude Bèze? Non. Est-ce que vous connaissez Claude Bèze? Oui, de nom, mais seulement de nom. Hein. C'est un chanteur ou une chanteuse, je sais pas trop. Est-ce que vous connaissez Claude Bèze? Non. Ah, oui, les moustaches. Ça vous ennuie pas d'avoir une mauvaise image de marque en France? Mais je n'ai pas une mauvaise image de marque. C'est vous qui le pensez, mais moi je ne pense pas. Ça existe sûrement, mais il y a la majorité pour moi, je le crois. Les gens vous aiment parce que d'après vous, ils disent, en France on dit, c'est une grande gueule, on aime ça? Non. Ils disent tout haut ce que les autres pensent tout bas? En partie, et surtout, il a raison parce qu'il gagne. Ça vous plaît d'être célèbre? Ah, oui. C'est une habitude. Ce qui est très difficile, c'est de se rendre compte que ça plaît et de limiter l'incidence que ça peut avoir dans ses réactions. J'ai dit par exemple par boutade que maintenant je me surprends à être surpris quand on ne me reconnaît pas. Stéphane, ça fait frémir quelquefois. Après. Et comment on devient président? Par bêtise. C'est-à-dire qu'on est pris par copinage, on rentre dans un club par orgueil ou par orgueil de dire nous on va faire mieux que les autres, on va être plus malin, et puis on se laisse embarquer par un système, et puis on se retrouve président, et qu'on ne peut pas en partir, parce qu'on croit qu'on ne peut pas en partir, parce qu'on croit qu'on ne trouve pas les remplaçants, ou les remplaçants ne sont pas assez bons soi-disant, ou sont trop bons, et puis on reste. 1er août 78, une date. Claude Bèze succède à Jean Rouveau à la présidence des Girondins. Le club navigue alors aux alentours de la 16e place. L'effet Bèze se fait aussitôt sentir. Bordeaux n'en finit plus de remonter. 10e, 6e, 3e, 4e, 2e et enfin 1er. Succès auquel Aimé Jacquet et Didier Kouékou ne sont toutefois pas étrangers. Claude Bèze sait s'entourer. Est-ce que vous pensez que Claude Bèze est un bon président? Oui, je crois que c'est la seule chose de bonne aux Girondins, tout le reste est amélioré. Là, c'est de l'humour. Alors, ce qui me fait râler,
Ce qui me fait voir rouge, alors là, c'est quand on dit l'argent c'est sale, l'argent c'est pas bien, et quand on me dit vous parlez d'argent, nous parlons d'argent parce que nous vivons dans un monde d'argent, et que nous avons une équipe où ce sont des professionnels qui gagnent bien leur vie, qui gagnent très bien leur vie, mais qui font très bien leur travail et qui sont premiers. Ce qui serait immoral, c'est s'ils gagnaient beaucoup et s'ils perdaient, qu'ils n'étaient pas sérieux. S'ils sont sérieux, s'ils font bien leur travail et s'ils gagnent, c'est normal qu'ils gagnent de l'argent. Par contre, quand je vois des équipes de deuxième division, de promotion d'honneur, des vieux croumirs qui gagnent l'enveloppe non déclarée là, que le président leur donne fin du match, ce ne sont pas les vrais amateurs pour moi, ce ne sont pas les vrais professionnels, ce ne sont pas les vrais qui jouent par plaisir. Les vrais qui jouent par plaisir, ce sont les joueurs. Question argent, Claude Bèze en connaît un rayon puisqu'il est PDG d'un très important cabinet d'expertise comptable, 165 personnes. Toujours entre deux avions, une santé de fer, 172 cm, 106 kg 300, une bête de travail. Claude Bèze, un président fier. C'est d'avoir fait de joueurs professionnels, donc d'un club artificiel, un véritable club. C'est-à-dire que quand je vois des joueurs professionnels se battre pour le maillot, malgré l'argent qui touche, etc., c'est-à-dire devenir des exemples de joie sur le terrain, et ça me fait, j'en suis très fier. Quelle est votre ambition finalement? C'est une ambition permanente, gagner. Gagner le respect, gagner l'amour, gagner Girondin, gagner de l'argent, accessoirement, pour en dépenser, gagner. Je suis hypersensible, comme je crois tout le monde. Et vont me poser des questions personnelles qui semblent dire que, comme si j'étais une bête curieuse. Je crois que nous sommes tous sensibles, non? Je suis très sensible, ne croyez pas que ce soit... Si je ne l'étais pas, je ne prendrais pas des positions tranchées, comme je le pense, je m'en foutrais. Si je réagis, c'est parce que je suis très sensible. On a l'impression justement que vous vous fichez de pas mal de choses, non? Non, c'est faux. Un chien de chasse, il ne mord pas quelqu'un qui rentre parce qu'il n'a pas peur. Un chien de garde mord parce qu'il a peur. Et vous, vous êtes un chien de chasse ou un chien de garde? Un chien de garde. Claude Bèze, est-ce que vous nous avez dit la vérité? Je ne dis toujours que la vérité. C'est vrai, le président Bèze ne dit que la vérité et puis il aime les chiens, c'est extrêmement important. Nous allons passer maintenant à la deuxième division, suivre Yves Kupferming, parce que quand même le service des sports de TF1 était présent à Geoffroy Guichard pour la rencontre Saint-Étienne-Nîmes, pour suivre la suite de l'ascension des Verts. Mais auparavant, je crois que Yves Kupferming s'est attaché à un match qui se joue en lever de rideau et à un joueur assez particulier. Suivons-le, Yves Kupferming à Saint-Étienne. Un joueur qui est en fait un confrère, c'est notre ami de France Inter, Jacques Vendroux, qui contrairement à ce que certains ont pu croire ou espérer, ne fêtait pas son jubilé, mais bien son 37e anniversaire sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Un Jacques Vendroux des grands soirs, qui après l'avoir souvent répété, a démontré hier que pour faire un grand gardien de but, il fallait aussi avoir de la chance. Sa chance à lui, c'est de ne pas encore rouiller quand il pleut, et il a permis aux variétés Club de France, grâce à quelques arrêts décisifs, de s'imposer face aux juniors de l'AS Saint-Étienne, des juniors qui auraient tous pu être ses enfants. Alors souhaitons à Jacques d'être toujours sur le terrain, quand dans cette équipe junior, les joueurs pourront être ses petits-enfants. Jacques Vendroux a beau être populaire, ce n'est pas seulement pour lui que plus de 22 000 personnes avaient encore rempli Geoffroy Guichard, mais bien pour assister à la 8e victoire consécutive des Verts en championnat face à Nîmes. Des Verts qui ont continué sur la lancée du 5-1 obtenu dimanche dernier à Lyon, et dans l'équipe un Roger Mila des grands soirs qui dès la 8e minute inquiète Morisseau. Sous une pluie battante, les Stéphanois sont partis à 100 à l'heure, asphyxiant complètement une équipe nîmoise recroquevillée en défense, et 3 minutes après Mila, sur une percée de Jean-François Demergue, c'est le gaucher Éric Bellus qui tire de très peu à côté. Des occasions, les Stéphanois vont en avoir 7 dans le premier quart d'heure, la 7e consécutive à ce centre de Robert Sab. Un superbe contrôle orienté de Mila qui malheureusement pour lui tire juste au-dessus. Les Gardois, eux, ont laissé passer l'orage, façon de parler, puisqu'il pleut toujours autant, et à l'issue de ce premier quart d'heure, ils refont doucement surface et même menacent Castaneda. Une ouverture de Lucchesi
pour Pérez, un centre instantané du petit ailier gauche pour Portvite qui en pivot force Castaneda à mettre en corner. Et c'est au moment où les Nîmois entrent vraiment dans le match qu'ils vont encaisser leur premier but, une balle récupérée par Daniel grâce à un excellent pressing. Un 1-2 instantané avec Jean-Luc Ribard. Daniel s'enfonce dans la défense nîmoise, sert Mila sur un plateau qui marque sans le moindre problème. Un but on ne peut plus mérité, le 15e pour Roger Mila qui est devenu en quelques mois la coqueluche du stade Geoffroy Guichard. Et en fin de première mi-temps, Nîmes aura bien quelques réactions, mais trop timide pour semer le doute dans l'esprit des Verts, très sur d'eux à l'image de leur capitaine Jean Castaneda sur ce tir de Nigard. C'est donc sur le score de 1-0 qu'intervient la mi-temps. La pluie ne baisse pas d'intensité. La domination stéphanoise non plus, qui va se concrétiser dès la reprise par un but d'Éric Bellus. Un but sans doute entaché d'un hors-jeu qui va provoquer la colère des Nîmois. D'autant qu'une minute plus tard, sur une action pratiquement similaire à celle qui a mené le but de Bellus, Sanchez, qui lui n'est pas du tout hors-jeu, se présente seul devant Morisseau qui repousse. Pour Marcel Domingo, c'en est trop. Le hors-jeu était évident, il faut le retenir pour qu'il ne pénètre pas sur le terrain. Ces incidents ont pour effet d'énerver tout le monde et il faudra que M. Biguet sorte sa collection d'avertissements pour que le calme revienne. Et à la 65e minute, Nîmes aura encore l'occasion de réduire l'écart, mais Cuben échoue in extremis sur Castaneda. Castaneda qui se mettra encore en valeur quelques minutes plus tard sur un nouveau tir de Nigard. Le ballon ne sort pas. Ferry va relancer la machine stéphanoise. Une longue ouverture pour Roger Mila. Mila qui lance Ribard dans le trou. Ribard qui prend de vitesse le Bayo et qui d'une petite balle piquée lobe Morisseau. 3-0, c'est le score final. On a vu une bien belle équipe stéphanoise qui hier soir encore a tapé dans l'œil, impassible de son entraîneur Henrik Kasperjak. Je suis, comme je veux dire, très satisfait de notre organisation de jeu, surtout au niveau technique, surtout au niveau tactique et surtout au niveau mental. Parce qu'après les matchs euphoriques qu'on a fait à Lyon, aujourd'hui, encore une fois, on a confirmé notre performance. Henrik Kasperjak qui avait fait du bon boulot à Metz et qui continue à Saint-Étienne. Les résultats qui se sont déroulés hier soir dans ce groupe B, victoire de Nice à Valence sur le terrain du dernier, un but de Lefebvre à la 46e minute. Montpellier a battu Lyon grâce à un but de Bels, 1-0 également. Thonon menait 1-0 grâce à un but de Rossi, lorsque Corinthe a marqué 2 fois pour Limoges et Limoges l'a emporté sur son terrain. À suivre ce soir, surtout Cannes-Grenoble. Nice est en tête avec 34 points dans ce groupe devant Saint-Étienne 32, Montpellier 30 et Nîmes 29. Dans le groupe A maintenant, c'est l'alphabet à l'envers. Hier soir, Mulhouse a écrasé Valenciennes et justifié son titre de leader. 2 buts de Assad, un but de Eriksen, un but de Bouafia et un but de Tirlois. 5-0, le compte est bon. Quimper est allé gagner à Orléans où les joueurs locaux marquent le pas. En ce moment, un but de Taruffi. Mulhouse est en tête, mais il faut attendre les autres rencontres pour voir la suite du classement apparaître plus clairement. À suivre aujourd'hui, Le Havre contre le Stade Français 92, Rennes-Abbeville et Châteauroux-Guingamp. Le Havre, Rennes et Guingamp cherchant à garder le contact avec les Alsaciens de Mulhouse. Voilà en ce qui concerne le football national. On passe sans transition au football international et à la soirée de mercredi où se sont déroulées quelques rencontres. Les premières pour l'année 85 en ce qui concerne les mercredis.